moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. La notion de dérivation est une notion qui est loin d'être simple, qui est très théorique. Alors, je pourrais me contenter de vous balancer quelques formules, telles que vous pouvez les retrouver dans certains manuels, en fouillant sur Internet ou autre chose. Vous pourrez appliquer ces formules, mais jamais vous ne comprendrez le pourquoi du comment. C'est pas une démarche convenable en mathématiques. Alors, pour mettre en place cette notion de dérivation, nous avons d'abord besoin de mettre en place la notion de limite. Alors, pour expliquer ce qu'est une limite, on va s'intéresser à cette fonction qui est ici. Alors, vous savez depuis très longtemps qu'il y a un problème. J'espère que vous avez bien repéré le problème. Si vous n'avez pas repéré le problème, je pense que vous n'avez clairement pas votre place en première spé. Effectivement, vous voyez que le calcul de f de 0 n'est pas possible, et dans ce cas-là, on dit que l'ensemble de définition de la fonction est R étoile. Alors, je vous ai représenté ici, en bleu, la représentation graphique de la fonction, et je vous ai mis en blanc ici un point qui pose problème. Et effectivement, f de 0, nous ne sommes pas capables de le calculer. Alors, pour faire ceci, pour avoir une idée de ce qu'on pourrait obtenir, on va essayer de calculer un certain nombre de f de x pour des x de plus en plus proches de 0. Et on va essayer de voir où se retrouve donc cf de x. Alors ici, j'ai choisi pour démarrer cet intervalle, moins 2,01, 2,01, que j'ai coupé donc en une vingtaine de réels ici, que vous pouvez représenter ici, qui sont correctement équirépartis. Et je vais représenter ici sur l'axe des ordonnées les images de ces réels. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de réduire de plus en plus donc, la taille de cet intervalle et les images des 20 réels que nous allons obtenir. Et vous voyez donc ici les réels, les images qui ont tendance à se rapprocher de plus en plus de ce petit point blanc ici qui n'est rien d'autre. Donc vous voyez que le réel 8. Donc continuons ainsi et on finit à un moment ou à un autre par se retrouver intégralement entre ces deux bandes rouges que j'ai dessinées ici. Alors, que sont ces deux bandes rouges? Alors ici, j'ai utilisé la lettre grecque epsilon. Alors epsilon, c'est une lettre qu'on utilise en mathématiques pour signifier que quelque chose est très petit. Alors quand on entend parler des matheux entre eux, quand ils trouvent quelque chose de négligeable, ils l'appellent souvent epsilonia. On peut s'amuser à choisir epsilon de plus en plus petit. Alors pour l'instant, j'avais choisi epsilon égale 0,5 pour bien mettre en évidence le concept. Mais le but est de choisir epsilon encore plus petit, encore plus petit, encore plus petit et encore plus petit. Et on constate que de toute façon, on arrivera toujours à coincer toutes nos images dans cet intervalle, quel que soit l'intervalle choisi. Alors ici, ça serait l'intervalle 7,8, 8,2. Je pourrais le choisir encore plus petit. Ici, 7,9, 8,1, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Et si ceci est vrai, quel que soit l'intervalle voulu, on dira tout simplement que la limite quand x tend vers 0 des f de x est égale à 8. On dit aussi que tous les points finissent par s'accumuler autour de 8. Nous pouvons maintenant commencer à nous intéresser un petit peu au cours. Alors, on vient de définir cet exemple dont j'ai parlé. Alors le résultat que nous avons obtenu n'est en fait absolument pas étonnant, parce que si on développe ici et qu'on simplifie un peu, comme je vous l'ai présenté là, à la fin on trouve 8 moins 4x. Et 8 moins 4x, cette fois on est capable de le calculer pour 0, et f de 0 est égal à 8, donc on retrouve bien le résultat mentionné précédemment. Alors on va s'intéresser au cas général. Alors on dira, donc on va prendre une fonction f, tel que 0 soit dans son ensemble de définition, df, ou soit une borne de df. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, intuitivement, dire que f a pour limite grand L en 0 signifie que lorsque x prend des valeurs de plus en plus proches de 0, les nombres f de x finissent par se regrouper tous autour de L. On dit encore plus exactement en mathématiques qu'ils finissent par s'accumuler autour de L.
On dit aussi, pour tout epsilon positif, aussi petit soit-il, tous les f de x finissent par se situer dans un intervalle de ce type-là. Alors, je sais que c'est absolument effrayant de vous avoir dit ceci, et que la réalité, c'est que ceci, vous allez très peu le faire cette année, ni même l'an prochain. C'est plus quelque chose que vous allez rencontrer dans le supérieur. Vous aurez juste besoin de comprendre ce concept, et vous allez voir que dans la plupart des situations, c'est extrêmement simple. Donc les fonctions que vous connaissez pour l'instant, que ce soit les fonctions polynômes, rationnelles, trigonométriques, racines carrées, etc., vont généralement toutes vérifier la même propriété. C'est-à-dire que la limite quand x tend vers 0 de f de x, ça sera f de 0. Vous pouvez voir ici, pour la fonction racine carrée, pour la fonction carrée, pour les fonctions puissance de façon générale. Vous pouvez voir ici, dès que vous prenez une fonction polynôme quelconque, la limite quand x tend vers 0 de p de x, ça sera tout simplement p de 0. Pour une fonction rationnelle, alors je rappelle qu'une fonction rationnelle, c'est généralement une fonction qui est du type incossurent de polynôme. Par exemple, 5x carré plus 2x plus 3 divisé par 3x plus 1. Si vous composez des fonctions comme ceci, racine carrée de p de x, racine de q de x, ou encore quand si l'une, par exemple la fonction f tend vers L et la fonction g tend vers L', la somme va tendre vers L plus L', ou le produit vers L fois L'. Alors, c'est théorique. Regardez sur les exemples, c'est extrêmement simple. La limite quand x tend vers 0 de ce truc-là, vous remplacez tout simplement x par 0, vous obtenez moins 8. La limite quand x tend vers 0 de ceci, idem, vous remplacez x par 0, ce qui fera 2 sur 1. Idem ici, vous remplacez par 0, vous allez obtenir racine de 2. Et c'est pas plus compliqué ici. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai tout simplement ajouté la limite qu'on a obtenue ici, c'est-à-dire moins 8, avec la limite qu'on a obtenue ici, c'est-à-dire racine de 2. Il va être inenvisageable de poursuivre le cours sur la dérivation sans avoir une connaissance parfaite des droites et plus particulièrement des équations réduites de droite. Vos professeurs ont dû tous sans exception insister sur l'importance de ceci. Alors, je vais vous rappeler le concept important. Alors, je rappelle que delta y, alors delta, cette lettre que vous avez déjà pu rencontrer dans le cadre de delta égale b carré moins 4ac, ici c'est le symbole de différence. Donc delta y signifie différence en y, ici delta x signifie la différence en x. Prenons deux points A et B sur la droite qui est ici. Ce qu'on va appeler delta y, ce sera la différence yb moins yk. La différence en x, c'est xb moins xa. Alors, j'ai choisi dans notre représentation ici cette droite-là. Pour rappel, 1,7, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. 3,4, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée de l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées, tout simplement. Alors, nous pouvons voir que si nous prenons A et B différents, le rapport que j'ai calculé ici ne change absolument pas et qu'il est toujours égal à quelque chose de bien particulier. Évidemment, vous constatez qu'il est égal à 1,7 qui est le coefficient directeur. Donc nous allons retenir de façon générale, vous pouvez voir ici que si je modifie ce coefficient, par exemple ici même si je prends un coefficient négatif, le rapport delta y sur delta x sera systématiquement égal au coefficient directeur de la droite, quel que soit le point A, quel que soit le point B. Nous avons enfin tous les outils nécessaires pour mettre en place le concept de dérivation. Nous avons rappelé les équations de droite et nous avons mis en place la notion de limite. Alors, pour mettre en place ce concept, nous allons l'étudier au travers de l'exemple de la fonction qui a x associe x carré, bien sûr représentée par une parabole, comme vous le savez. Nous allons choisir un point A quelconque sur cette parabole. Alors ici, j'ai choisi le point A d'abscisse 0,6. Comprenez bien que le concept de dérivation est un concept local. On s'intéresse en fait au comportement, à ce qui se passe pour la courbe autour du point A. Et on aimerait en fait essayer de déterminer la droite qui pourrait le mieux représenter cette courbe autour du point A.
Pour ceci, nous allons choisir un autre point sur la courbe, le point M. Et nous allons dessiner la droite AM qu'on va appeler une séquente à la courbe en A. Alors il y en a une infinité. Vous savez, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Vous voyez qu'il y a une infinité de séquentes. Étudions l'une de ces séquentes plus en détail. Ici, je note petit a, l'abscisse du point A. Et je vais considérer cette distance qui est ici, h égale 0,4, alors qui est variable, comme vous pouvez voir. Cette distance va me permettre de mettre en place l'abscisse du point M, qui sera a plus h. Donc, l'ordonnée du point A sera f de a, l'ordonnée du point M sera f de a plus h. On se rappelle, nous l'avons étudié précédemment, que le coefficient directeur donc de la droite AM est donné par le rapport delta y sur delta x, c'est-à-dire ce rapport de f de a plus h moins f de a sur h, qui donne ici 1,59. Intéressons-nous au fait maintenant de rapprocher m du point A. Donc quand on rapproche m du point A, vous voyez que h, ici, se rapproche de 0, ce qui nous permet de mettre en place, ça nous rappelle quelque chose. Alors, m ne peut pas être sur A, sinon on n'aurait plus la possibilité de faire le rapport, étant donné que h serait égal à 0. Néanmoins, nous avons vu tout à l'heure la notion de limite. Et donc, c'est comme si on faisait en sorte de rapprocher, de chercher la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Et si on arrive à calculer cette limite, le nombre qu'on obtient ici porte un nom. Il s'appelle le nombre dérivé de la fonction f en a, et il se note f' de a. Et ce nombre dérivé, géométriquement, correspond tout simplement au coefficient directeur de ce qu'on appelle la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Si on zoome un peu, on voit que la droite ainsi obtenue est extrêmement proche de la courbe représentative de la fonction carrée, quasiment confondue. Alors maintenant que nous avons vu les différents concepts et aperçu au travers d'un graphique ce que pouvait être le nombre dérivé, nous allons nous intéresser à la définition exacte. Alors, dire qu'une fonction f est dérivable en A et que le nombre dérivé de f en A est le réel f, revient à dire que le taux de variation de f en A, c'est-à-dire f de a plus h moins f de a sur h, attention, on va le revoir et encore le revoir, il va falloir apprendre cette chose-là, a une limite finie que je vais noter grand L quand h tend vers 0. Donc si j'arrive à faire ce calcul, et si j'arrive à déterminer clairement cette limite, on dira que le nombre dérivé de la fonction f est f' de a, on va le noter f' de a, et il sera donc défini par cette formule qui est ici, c'est-à-dire la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Nous allons l'étudier sur un exemple bien particulier. Alors, nous avons vu tout à l'heure la fonction carrée, je vous avais présenté pour a égale 0,6 le calcul du nombre dérivé, on va essayer de le faire de façon générale. Pour ceci, donc on va choisir évidemment h différent de 0 parce qu'on a cette fameuse division par h, et on va calculer le taux de variation de façon générale, c'est-à-dire quel que soit a. Alors là, ici je l'ai noté t de h, souvent je note aussi ta de h, je mets a en indice ici. Donc ce taux de variation, c'est f de a plus h moins f de a sur h. On retrouve évidemment ici a plus h au carré et une identité remarquable bien connue, ce qui va nous donner a carré plus 2ah plus h carré. Après simplification par a carré, il va rester 2ah plus h carré. Après factorisation par h, on va avoir au-dessus h facteur de 2a plus h. On simplifie les h et il reste 2a plus h. Alors, je vous expliquais tout à l'heure que le calcul de limite est souvent extrêmement simple en première. Ici, maintenant que nous avons ce taux de variation, le but est de faire tendre h vers 0 et de s'intéresser à cette limite qui est ici.
Mais ici, tout simplement, quand il n'y a pas de problème, et ça saute aux yeux quand il n'y a pas de problème, il suffit juste de remplacer h par 0. Et vous voyez que la limite quand h tend vers 0 de 2a plus h n'est rien d'autre que 2a. On en déduit donc que la fonction f est dérivable en a, et quel que soit le réel a, et qu'on obtiendra toujours 2a. Et bien voilà la première des formules d'une longue série de formules que vous allez être amené à apprendre par cœur par la suite. Quelques applications. La première des applications, c'est la notion de tangente en un point. J'ai clairement expliqué le concept tout à l'heure. Donc si on rapproche le point M du point A, donc la droite qu'on va obtenir quand M est quasiment sur A porte un nom, elle s'appelle la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Alors il va falloir être capable de retenir cette formule et surtout de comprendre d'où elle vient. Quand j'avais votre âge, il était absolument hors de question d'apprendre bêtement des formules. On apprenait toujours d'où venaient ces formules pour comprendre le pourquoi du comment et les retrouver. Alors on a clairement expliqué, donc je vais vous faire la preuve ici, on a clairement expliqué donc que f' de a est le coefficient directeur. Donc comme la droite n'est pas parallèle avec des ordonnées, elle admet donc bien une équation de la forme y égale f' de a x plus p. Maintenant, il suffit juste de déterminer p. Vous avez déjà déterminé 1000 fois des équations réduites de droite. Il suffit juste de remplacer par les coordonnées d'un point. Mais on connaît un seul point. On sait que la tangente, elle passe par un point. Juste le point A, qui a pour coordonnée A, f de a. Donc il suffit juste de remplacer ici x par a, y par f de a. Et on obtient cette formule. En balançant ça de l'autre côté, on obtient donc p égale f de a moins af' de a. Et en remettant un peu d'ordre, je vous laisse regarder tranquillement à tête reposée, nous obtenons ceci, et c'est l'équation de la tangente. Donc y égale f' de a, x moins a plus f de a. Alors on va s'intéresser à quelques cas particuliers importants, très importants, on va le revoir par la suite. Si f' de a s'annule, donc CF admet au point d'abscisse A une tangente parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire horizontale, et qui aura pour équation y égale f de a. Vous verrez par la suite que ça a une importance extrêmement importante, parce que souvent c'est ici qu'on va retrouver le maximum, le minimum, ou même les extrémums locaux de la courbe. Autre chose, si ce fameux rapport pose problème, alors on pourra rencontrer ce genre de problème si par exemple, suite à votre calcul, vous obtenez, disons, 1 sur racine de h, avec h toujours positif. Donc si on obtient 1 sur racine de h, vous allez diviser 1 par quelque chose d'extrêmement petit. Et si on divise 1 par quelque chose d'extrêmement petit, donc je n'ai pas choisi racine de h par hasard, parce que racine de h est positif, le résultat obtenu va devenir extrêmement grand, et donc va se rapprocher de... va tendre vers plus l'infini. Quand vous aurez une situation comme celle-ci, on dira que la fonction n'est pas dérivable en a. Mais il admettra, il y aura quand même quelque chose de très particulier. Il y aura tout de même une tangente verticale d'équation x égale. Alors, on retrouve beaucoup le nombre dérivé dans de nombreuses sciences. Vous savez, en mathématiques, quand on invente un concept, c'est que souvent, d'autres sciences avaient besoin de ce concept. Alors, vous connaissez depuis longtemps, en tout cas pour ceux qui font de la physique, donc la loi horaire d'un mobile. Et donc, vous savez aussi, vous connaissez la notion de vitesse égale distance sur temps. Mais distance sur temps ne vous donne qu'une vitesse moyenne. Si vous voulez avoir la vitesse instantanée telle que vous la voyez par exemple sur les compteurs de voitures, il faut imaginer que vous prenez deux instants de temps qui sont extrêmement proches l'un de l'autre. Par exemple, l'instant t0 et l'instant t0 plus h. Donc vous regardez la distance parcourue à l'instant t0, donc ça donnera dt0. La distance parcourue à l'instant t0 plus h, ça donnera dt0 plus h. Donc vous faites ce quotient sur h, et qu'est-ce qu'on voit réapparaître? Ce fameux taux de variation. Et quand h est suffisamment petit, donc ceci se rapproche du fameux nombre dérivé. Alors on va retrouver ça donc aussi pour le débit moyen, pour le coût moyen de production. On le retrouve dans de nombreux domaines. Le nombre dérivé, lui, est une mesure instantanée. Débit instantané, coût marginal.
on a vu précédemment que pour la fonction carré, il était possible de mettre en place une formule pour le calcul du nombre dérivé, quel que soit le réel a que nous allions choisir. Et nous avions vu que systématiquement, nous obtenions 2a. Alors ceci, ça va nous permettre de mettre en place un concept beaucoup plus global. Pour l'instant, nous avions un concept local. Et ce concept global va nous permettre de mettre en place des formules sur presque tout l'ensemble de définitions. Alors souvent sur tout l'ensemble de définitions, parfois il faudra enlever un ou deux points, on en parlera par la suite. Donc ces formules vont nous permettre d'obtenir directement le calcul de la dérivée sans faire tous ces calculs un petit peu pénibles que nous avons vus précédemment. Alors on va dire qu'une fonction f est dérivable sur un intervalle i si pour tout x appartenant à cet ensemble, alors l'intervalle i est bien sûr inclus dans l'ensemble des définitions, donc le nombre dérivé de f en x existe. Alors ce qu'on va appeler la fonction dérivée, alors on dira souvent la dérivée de f pour aller beaucoup plus vite, c'est ce qu'on appelle un abus de langage, et vous m'avez déjà entendu le prononcer précédemment. Donc la fonction qu'on va noter f', qui a tout réel x de i associe le réel f' de x. Donc cette définition, on pourra l'étendre à une réunion d'intervalle disjoint. Alors, remarque, alors la notion d'ensemble de dérivabilité. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, de temps en temps, il peut y avoir des petits soucis. On va le voir notamment avec la fonction racine carrée. Donc, c'est l'ensemble sur lequel la fonction dérivée f' est définie. Cet ensemble, on peut le noter df'. Il est toujours inclus dans df. Alors, quand j'avais votre âge, il y a quelques années, vous imaginez bien, c'était vraiment une notion extrêmement importante. On ne pouvait pas envisager de calculer une dérivée sans même avoir défini de manière extrêmement précise df'. Aujourd'hui, c'est plus tellement à l'ordre du jour et dans les exercices, ça vous sera systématiquement donné. Néanmoins, si votre but est de poursuivre des études de mathématiques, il est hors de question de ne pas comprendre ce concept. Alors, dérivée de quelques fonctions de référence. Alors, nous avons, par exemple, nous allons montrer ces différentes formules. Alors, toutes ces formules ne tombent pas du ciel. Elles viennent toutes, sans exception, de f de a plus h moins f de a sur h. Alors, prenons par exemple une fonction constante. Si je m'intéresse à une fonction constante, par exemple la fonction kx associe toujours k, f de a plus h moins f de a, ben, ça fera toujours k moins k, ce qui fera 0. Et 0 sur h sera toujours 0. Donc si je m'amuse à calculer la limite de ceci quand h tend vers 0, je vais évidemment obtenir 0. Il n'y a aucun problème, ça fonctionne tout le temps. Donc on dit la dérivée d'une fonction constante sera toujours la fonction nulle. Et l'ensemble de dérivabilité, c'est R, aucun souci. Intéressons-nous maintenant à la fonction qui a x associe x. Donc si on calcule ce fameux taux, donc ça va donner f de a plus h moins f de a sur h, donc. C'est la fonction qui a x associé x, donc f de a plus h sera a plus h, et f de a sera a. Donc on va obtenir a plus h moins a, les a s'éliminent, il va rester h sur h, et donc 1. Et si je cherche la limite de ceci, quand h tend vers 0, vous voyez, il n'y a aucun travail, la limite d'une chose qui est constante, ça sera forcément constant. Donc la limite quand h tend vers 0 de t de h, c'est 1. Et donc, quel que soit le réel a, f sera dérivable en a, et f' de a sera égal à 1. Alors, maintenant, ceci, c'est une autre paire de manches. Alors, c'est dans le lot la démonstration peut-être la plus compliquée qui fait référence à certaines notions. J'ai tout intérêt à vous l'expliquer en détail. Alors, on va s'intéresser à la fameuse fonction racine carrée. Alors, on va distinguer si a est strictement positif et si a est égal à 0. Alors, je vais déjà vous faire si a égale 0. Alors, si a est égal à 0, le calcul f de a plus h moins f de a sur h. Donc ça va donner f de 0 plus h moins f de 0 sur h. Or, f de 0 plus h, comme c'est la fonction racine carrée, ça va nous donner racine de h. Moins f de 0, ça fera 0. Donc on va obtenir racine de h sur h. Alors, le passage de là à là. Alors, beaucoup d'élèves butent et butent encore sur cette chose-là. Je vous rappelle que h, ce n'est rien d'autre que racine de h fois racine de h. Donc, en simplifiant par racine de h, il va rester 1 sur racine de h. Ah, ça c'est embêtant. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. On obtient t de h égale 1 sur racine de h. Donc, on peut clairement pas remplacer h par 0.
pour le calcul de limite. Néanmoins, quand h se rapproche de 0, par valeur positive, je vous ai bien indiqué ici h positif, donc les racines de h deviennent de plus en plus petits. Et donc 1 sur quelque chose de très petit va devenir très grand. Et donc comme c'est positif, ça va tendre vers plus l'infini. Et je rappelle que l'infini n'est absolument pas un nombre, ce n'est pas un réel. Donc dans ce cas-là, la fonction kx associée racine de x n'est pas dérivable en 0. Mais comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure dans les remarques, il va y avoir quelque chose d'extrêmement particulier pour la courbe représentative de la fonction. Elle va admettre une tangente verticale à l'origine. Donc voilà pourquoi la fonction kx associée racine de x, son ensemble de dérivabilité, donc ne contient pas 0. Ceci, je vous rappelle, on le note R plus étoile. Alors maintenant, si on s'intéresse à un nombre a qui n'est pas nul, qui est bien sûr positif. Donc on revient sur le fameux taux de variation, on obtient racine de a plus h moins racine de a sur h, et là maintenant nous sommes confrontés à un problème. Alors vous étudierez l'an prochain la notion de continuité. Pour l'instant, on va admettre que quand h tend vers 0, racine de a plus h se rapproche de racine de a. Alors nous allons obtenir au-dessus racine de a moins racine de a, c'est-à-dire ça se rapproche de 0. En dessous aussi, ça se rapproche de 0. Ouais. Un calcul de limite comme ça, vous verrez l'an prochain qu'on est absolument incapable de le faire. Donc il faut, on appelle ça une indéterminée, il va falloir faire ce qu'on appelle lever l'indéterminé. Alors pour ceci, on va retrouver un concept fameux, le concept de l'expression conjuguée. Vous avez dû étudier l'an dernier, probablement, que si vous avez 1 sur racine de 3 moins 2, vous pouvez enlever la racine de 3 au dénominateur en multipliant au-dessus et en dessous par racine de 3 plus 2. C'est ce que nous allons faire ici. On va utiliser le même concept. Vous voyez ici, c'est comme si on avait a moins b, a moins b, a moins b, a moins b. Ça vous rappelle pas une identité remarquable? A moins b fois a plus b. Et l'intérêt de cette identité remarquable de a moins b fois a plus b, c'est qu'on va tout mettre au carré après. Et donc, on enlève les racines carrées. Donc en faisant ceci, en multipliant au-dessus et en dessous par ça, ça va nous permettre de faire racine de a plus h au carré au-dessus, moins racine de a au carré. On obtient donc a plus h moins a. Après simplification, on obtient donc h au-dessus, et ce h va se simplifier avec le h qui est en dessous, et nous obtenons cette fameuse formule. Et cette fois, si on fait tendre h vers 0, il n'y a plus de problème. Racine de a plus h va se rapprocher de racine de a. Alors bien sûr, ceci c'est admis pour l'instant, même si c'est du bon sens à ce stade de vos connaissances. Donc ça fera référence à la notion de continuité. On en dit donc que la limite quand h tend vers 0 de t de h, ça va être racine de a plus, donc 1 sur racine de a plus racine de a, c'est-à-dire 1 sur 2 racines de a. Et donc la fonction f est bien dérivable en a, et sa dérivée vérifiera donc que à chaque fois f' de x est égal à 1 sur 2 racines de x. Alors quand on commence à s'intéresser aux fonctions dérivées, d'un point de vue global, il va y avoir de très nombreuses formules à connaître. Vous pouvez demander à vos parents, ils sont tous passés par là, et tous, ils ont dû apprendre ces formules. Alors, on va s'intéresser ici à deux fonctions u et v. Alors, ici, u et v sont des fonctions, on est bien d'accord. Et je vais m'intéresser, par exemple, pour commencer, à un réel k, ici. On va s'intéresser à la dérivée de k fois u. Par exemple, 3 fois x carré. 5 fois racine de x. Ok? Alors, pour démontrer cette formule, on va montrer tout simplement que la dérivée de k fois u, c'est k fois u', ce qui est extrêmement simple. Je ne vous cache pas que, encore une fois, on retrouve la même idée, le taux de variation, donc ku de a plus h moins ku de a. Donc on va pouvoir sortir ce petit k qui est ici, le mettre en facteur, ici, ici, puis là, juste devant. Et comme il est devant ici, qu'est-ce qu'on retrouve ici quand h tend vers 0? On ne fait que retrouver le nombre dérivé de la fonction u. Donc voilà pourquoi la fonction ku est dérivable en a, et la dérivée de ku, ça sera tout simplement k fois u'. Alors ça c'est la première des fonctions.
Alors, on va aussi voir la dérivée d'une somme. Donc, la dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. Deuxième formule à connaître par cœur. Alors, je vais vous laisser regarder ceci tranquillement en détail, mais en fait, c'est pas compliqué du tout. Il faut juste prendre son temps, regarder ceci. Vous avez maintenant donc la dérivée d'une somme. On va voir que c'est la somme des dérivées. Extrêmement simple. Donc, pour les deux premières, c'est très naturel. Pour la troisième formule, c'est vraiment une autre histoire. Donc la dérivée de uv, c'est u'v plus uv'. Alors, attention, hein, il faut absolument que les fonctions u et v soient dérivables sur le même ensemble. Donc si elles sont dérivables sur le même ensemble, alors uv aussi est dérivable sur cet ensemble, et sa dérivée, ça sera ceci. D'accord? On continue. Donc pour cette formule, je ne pense pas que je vais vous donner ça en contrôle. De toute façon, la plupart d'entre vous qui consultez ces vidéos, je pense que vous savez même pas à quoi je ressemble et vous serez jamais dans une de mes classes. Donc non, on va pas donner ça en contrôle, mais les meilleurs, faites-vous plaisir. Ceux qui ont un petit peu d'ambition mathématique, faites-vous plaisir. Formule suivante. On va s'intéresser aussi à la dérivée de 1 sur v. Donc la dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v carré. À nouveau, on passe, vous voyez ici, par le fameux taux de variation. Donc, on peut le détailler un petit peu, celui-ci, si vous voulez. On a 1 sur v2a plus h moins 1 sur v2a sur h. Alors, je vous rappelle à tous que diviser, c'est multiplier par l'inverse. On va mettre ici aussi au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est v2a fois v2a plus h. Ici, on va se retrouver avec v2a, ici v2a plus h. Et avec, après un petit peu de travail, on obtient cette chose qui est ici. Ok? Alors là, il y a un petit peu de travail pour faire tout ceci. Donc, vous pouvez présenter la chose comme ça. Alors, pourquoi j'ai mis un moins ici? Parce que là, je veux faire apparaître le taux de variation de la fonction v. Ici, j'avais v2a moins v2a plus h sur h. Donc, je vais prendre l'opposé, c'est-à-dire moins v2a plus h moins v2a sur h. Et il va nous rester ici 1 sur v2a fois v2a plus h. Alors maintenant, si on cherche la limite de ça quand h tend vers 0, donc évidemment ici, on voit apparaître le nombre dérivé de la fonction v, donc on va obtenir v' de a, et comme il y avait un moins, ça fait moins v' de a. Ceci, il n'y a pas de difficulté, donc v2a plus h va se rapprocher de v de a, parce que c'est une fonction qui ne pose pas de problème, on en reparlera en terminale, et donc v de a fois v de a, ça fera v de a carré, et on en déduit donc cette jolie formule. Alors il reste une dernière formule à connaître extrêmement importante, qu'on va retrouver de très nombreuses fois, c'est la dérivée d'un quotient. Donc la dérivée du quotient u sur v, ça sera u'v moins v'u sur v carré. Alors la démonstration, elle n'est pas bien compliquée. Je vous rappelle qu'un quotient, hein, u sur v, c'est aussi la multiplication de u par 1 sur v. Donc il suffit d'utiliser cette définition-là et celle-ci. Je vous laisserai regarder tranquillement. Alors, quelques conséquences de toutes ces formules. Voilà tout un lot de nouvelles formules à apprendre. Vous allez me dire, oh, paniquez à bord, paniquez à bord, paniquez à bord. En fait, dans l'eau, pour rien vous cacher, il n'y en a qu'une seule à connaître, celle-ci. X puissance n. Alors, la dérivée de la fonction carrée, on a déjà vu, c'est 2x. Aucun problème de dérivabilité. La dérivée de la fonction cube, alors on pourrait tout faire en détail, hein, mais n'oubliez pas que, qu'est-ce que c'est que x cube? C'est x fois x carré. Donc, sachant que c'est x fois x carré, on peut utiliser la dérivée d'un produit et tranquillement arriver à cette définition, c'est-à-dire ça sera 3x carré. N'apprenez pas, c'est pas la peine. Parce qu'on va avoir une formule plus générale qui est celle-ci. La dérivée de x puissance n, quel que soit l'entier n non nul, sera toujours nx puissance n-1. Alors ça, vous pouvez absolument pas le démontrer pour l'instant parce qu'il faut utiliser ce qu'on appelle le raisonnement par récurrence que vous verrez en terminale, mais vous allez l'admettre. Par exemple, si je vous demande de dériver x puissance 4, ça sera tout simplement 4 fois x puissance 3. Concernant ceci et ceci, alors vous pouvez apprendre les formules par cœur, mais il est bien mieux d'utiliser ceci, c'est-à-dire que 1 sur x puissance n, c'est x puissance moins n, d'accord? Et on va se ramener à l'usage de cette formule qui est ici.
Alors il y aura un petit souci, c'est un petit problème de définition, hein. Les fonctions qui sont ici ne sont pas définies en 0, donc il faudra exclure le 0. Par exemple, quand je choisis 1 sur x, vous savez que c'est x puissance moins 1, et donc si j'applique la formule qui est ici à x puissance moins 1, ça va faire moins 1 fois x puissance moins 1 moins 1. Ce qui fait moins 1 fois x puissance moins 2. Et on retrouve ceci. Donc, pour résumer, je vais vous laisser relire tout ceci en détail, mais dans toute cette série de formules, une seule est intéressante, c'est celle-ci, et elle permettra de tout retrouver. D'accord? Donc les autres, vous pouvez les regarder vite fait, mais sachez que ce n'est qu'une conséquence de ceci. Autre chose, on va s'intéresser aussi à la dérivée d'une fonction composée, la fonction qui a x associe g de ax plus b. Alors vous allez étudier ça beaucoup plus en détail l'an prochain, donc on va prendre a et b deux réels, et j'ai une fonction dérivable sur un intervalle i. Évidemment, on choisit x tel que ax plus b soit bien dans cet ensemble de dérivabilité. Alors la fonction f définie par f de x égale g de ax plus b est bien dérivable, et on aura, alors attention, ceci, f' de x est égal à a fois g' de ax plus b. Alors c'est un cas particulier d'une formule beaucoup plus générale, qui s'étudie même qu'en détail en terminale, que vous étudierez plus dans le supérieur pour ceux qui continueront les mathématiques. En première, c'est la seule formule qui est au programme. Comment ça fonctionne dans la pratique? Alors, dans la pratique, imaginons par exemple qu'on cherche à dériver cette fonction. Alors, on pourrait dire que c'est 2x moins 5 au carré fois 2x moins 5 au carré, dériver 2x moins 5 au carré, utiliser la dérivée d'un produit, c'est la galère. Laissez tomber, ne faites pas comme ça. Alors, on peut aussi voir que la fonction f, c'est la fonction g de 2x moins 5, où la fonction g n'est rien d'autre que la fonction qui a x associe x puissance 4. Et donc, après, on va utiliser ceci. On sait que la dérivée de x puissance 4, c'est 4 fois x cube. Donc, on en déduit bien que la fonction f est dérivable sur R, et que la dérivée de la fonction f sera... Alors, n'oubliez pas, il faut passer le petit a devant. Donc, on va passer le petit 2 devant, comme ceci. Donc, ça va être 2g' de 2x moins 5. Or, on a vu tout à l'heure que la dérivée de x puissance 4, c'est 4 fois x cube. Donc, on va avoir le 2 fois 4 fois cette chose-là qu'on va mettre au cube. N'oubliez pas qu'on va appliquer ceci à ax plus b. Et voilà le résultat que nous obtenons. Il faudra en refaire pas mal en exercice pour que ça rentre. Alors, pour terminer ce chapitre, on peut s'intéresser à un cas particulier qui a été beaucoup étudié par le passé, un petit peu moins par maintenant. Les fonctions polynômes et les fonctions rationnelles. Alors, les fonctions polynômes, vous savez déjà ce que c'est, hein, c'est des fonctions définies par des choses comme celle-ci. Alors, une fonction polynôme sera toujours dérivable sur R, il n'y aura jamais aucun problème. Et donc, pour la dériver, ce sera extrêmement simple, hein. Donc, par exemple, ici, vous avez une somme, donc il suffira de faire la somme des dérivées. La dérivée de x cube, on sait que c'est 3x carré, donc on va multiplier par 3, donc 3 fois 3x carré. La dérivée de x carré, on sait que c'est 2x, donc on va faire 5 fois 2x, 5 fois 2x. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée d'une constante, c'est 0. Et voilà le résultat. Alors, il faut savoir que si on dérive une fonction de degré n, un polynôme de degré n, la puissance la plus haute, on va lui appliquer la formule nx puissance n-1. Donc on va forcément descendre le degré de 1 cran. Dernier exemple, les fonctions rationnelles. Alors les fonctions rationnelles, je vous ai déjà expliqué, c'est des fonctions qui sont du type une fonction polynôme sur une fonction polynôme. C'est le cas ici, on peut écrire f égale u sur v, où u est la fonction qui serait ici, et v la fonction qui est ici. Alors, on voit que, bien sûr, ça s'annule pour x égale 1. L'ensemble de définition, c'est donc R privé de 1. Alors, il faut savoir qu'une fonction rationnelle est toujours dérivable sur son ensemble de définition, donc il n'y a aucun souci. Donc après, on va appliquer cette fameuse formule dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il va falloir apprendre par cœur, hein, bon courage. Donc f' de x égale u' de x fois v' de x moins v' de x u de x sur v carré.
Il faudra regarder tous ces calculs à tête reposée, alors allons-y. La dérivée de 2x carré plus 1, c'est tout simplement 2 fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2 fois 2x. La dérivée d'une constante, c'est 0, donc on obtient 4x. La dérivée de x moins 1, c'est dérivée de x, c'est-à-dire 1. Et la dérivée d'une constante, c'est 0, donc on obtient 1. Ensuite, il suffit de remplacer tout ça là-dedans. Donc, u' de x, 4x, fois v de x, x moins 1, moins p' de x, c'est 1, fois u de x, 2x carré, plus 1. Et on n'oublie pas de mettre le carré. Alors, on ne développera jamais, 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 jamais en dessous, car nous allons voir dans le prochain chapitre, l'application de la dérivation, que ce qui va vraiment nous intéresser dans le calcul de dérivée, c'est le signe de la dérivée. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Je vous invite à relire, réécouter, revoir, appuyer sur pause, reprendre ce cours. C'est un cours essentiel. Allez, bon courage à vous.